monsieur, bonsoir, bienvenue, il est 20h15, c'est Info Soir, tout de suite les titres de cette édition. Le bilan des décès de la tragédie de Tanger grimpe à 28 morts. Les éléments de l'enquête n'ont pas encore déterminé si les victimes ont été noyées ou électrocutées. Nous ferons le point dans un instant. 615 000 personnes ont été vaccinées au Maroc à ce jour, mais avant de se rendre à la station de vaccination, tous ces patients sont passés par la plateforme Liqah Corona et 1717. Nous verrons comment sont gérés ces dispositifs. Carrefour de rencontres et de partage entre les stagiaires et les acteurs professionnels des différents secteurs, les Pro Days ont été lancés aujourd'hui par l'OFPPT. Pour en parler, la directrice générale de l'Office, Lobna Tresha, est l'invitée de ce journal. Transformer des armes en instruments de musique, c'est un défi admirable que s'est lancé un sculpteur serbe. Le matériel militaire abandonné, on le verra, est une véritable source d'inspiration pour cet artiste. Avec 3 nouveaux corps retrouvés, le bilan des décès de la tragédie de Tanger s'établit à 28 morts. Les éléments de l'enquête n'ont pas encore déterminé si les victimes ont été noyées ou électrocutées. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, notre équipe sur place est revenue aujourd'hui sur le lieu du drame. Reportage Sdek Menzina et Fadel Saïdouni, le récit est de Amina Mkhalq. 25 mm de pluie entre 8h et 9h du matin ont provoqué le drame. Un lundi noir pour les familles des victimes qui attendent toujours le résultat de l'enquête. Une enquête qui devrait tirer au clair les circonstances exactes de cette catastrophe. Elle est survenue lorsque 40 ouvrières et ouvriers se sont retrouvés pris au piège dans un atelier clandestin submergé d'eau. Nous étions en train de travailler comme d'habitude jusqu'à ce que les eaux accumulées devant la porte provoquent la catastrophe. Tout le monde était pris au piège, chacun essayait de s'en sortir comme il pouvait. Je me rappelle avoir vu des ouvrières se noyer. Nous sommes tous profondément choqués. J'ai vu une dame pleurer la mort de ses 4 filles. C'est une véritable tragédie. Une véritable tragédie qui a coûté la vie à 28 personnes. Pour les habitants de ce quartier, un tel drame aurait pu être évité, car à chaque hiver, les eaux pluviales s'accumulent, faute de système d'évacuation efficace. Dès qu'il pleut, les eaux s'accumulent ici, car il y a un dysfonctionnement au niveau des canaux d'évacuation. Ils ne permettent pas de dégager les eaux pluviales. En plus de cela, l'architecture des bâtiments ici n'est pas adaptée aux périodes de fortes précipitations. Survenue dans le sous-sol d'une villa convertie en atelier clandestin, cette tragédie met surtout en lumière une grande problématique nationale, celle des unités de production informelles qui représentent un réel danger pour la vie des travailleurs. Cette catastrophe qui a endeuillé des dizaines de familles repose une fois encore la question du respect des lois et des règles de sécurité des travailleurs. Le CESE, qui a publié une étude il y a quelques jours, avait déjà émis des constats alarmants sur la gestion de la santé et la sécurité au travail. Les développements avec Mamadou Dié. Dans son rapport, le Conseil économique, social et environnemental a dressé un tableau de la gestion de la santé et de la sécurité au travail. En 2018, plus de 50 000 accidents de travail causant 756 décès ont été recensés par le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Des statistiques qui seraient en deçà de la réalité, estime le Conseil économique. Le coût économique et social des accidents du travail est très important. Il représente 4,25% du PIB. Dans ses recommandations, le CESE propose sur un plan institutionnel la création auprès du chef du gouvernement d'une agence nationale pour la santé et la sécurité au travail. Au niveau législatif, de mettre à jour le Code du travail, le statut de la fonction publique et les autres textes législatifs relatifs à la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale. L'une des principales recommandations formulées dans ce rapport est de rappeler l'importance de la volonté politique dans ce dossier, parce que toutes les autres ne peuvent être mises en œuvre sans une volonté politique. Par ailleurs, l'étude met en exergue les progrès réalisés par le Royaume en la matière. Il s'agit entre autres de l'élaboration du projet de loi cadre sur la santé et la sécurité au travail, la création de l'Institut national des conditions de vie au travail.
À présent, ces images de l'opération de vaccination qui se poursuit à travers le royaume, comme ici dans la région de Nador, on va le voir, où 37 stations de vaccination ont été mises en place pour cette opération qui, depuis son lancement, a bénéficié à plus de 7200 personnes. Cette campagne nationale, vous le savez, se déroule de façon progressive et par tranche et bénéficiera à terme à l'ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus, basés sur 2 vaccins, le chinois Sinopharm et le britannique AstraZeneca. Cette campagne a pour objectif d'immuniser 30 millions de personnes, soit environ 80% de la population. Et avant de se rendre à la station de vaccination, il faut d'abord avoir obtenu un rendez-vous, soit via le SMS gratuit 1717, soit la plateforme leqahcorona.ma. Comment sont gérés ces dispositifs? Comment s'organise la logistique? C'est ce que nous explique dans ce reportage Mrima Mellel et Mustafa Saïdouni, le récit et de Rizlan Taibi. Il a suffi d'un SMS que cet octogénaire a envoyé au numéro spécial 1717 pour qu'il obtienne le lieu et la date de sa vaccination. Après une petite anamnèse, le patient a été inoculé. Dès que j'ai reçu la réponse à mon SMS, je suis venu me faire immuniser. Des listes ont été établies au préalable par le ministère de l'Intérieur pour toute la population âgée de plus de 17 ans. Toutes les étapes à suivre pour recevoir les 2 doses de vaccin sont expliquées sur la plateforme leqahcorona.ma. Toutes les personnes disposant d'une carte d'identité nationale ou d'un titre de séjour sont automatiquement répertoriées. La plateforme leqahcorona.ma offre aussi aux utilisateurs la possibilité de changer d'adresse, d'être informés par adresse électronique ou par téléphone et même de retirer l'attestation de vaccination. Un télésuivi post-vaccinal est assuré par un médecin via la même plateforme. Après la première injection, le patient va recevoir un rendez-vous pour la piqûre de rappel qui sera confirmée ultérieurement par un SMS envoyé au numéro 1717. Et le Maroc maintient la vaccination des plus de 60 ans avec le vaccin Sinopharm. Le vaccin a fait l'objet d'un avis favorable du comité de vaccination pour son utilisation pour cette tranche d'âge. Un communiqué a été publié dans ce sens par le ministère de la Santé. Et toujours concernant l'opération de vaccination, c'est un total de plus de 615 000 personnes qui ont reçu la première dose du vaccin depuis le lancement de l'opération le 29 janvier à ce soir 18h. Autre chiffre, il concerne la propagation du virus. Durant ces dernières 24 heures, 536 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au Maroc, à un intervalle durant lequel 16 décès ont été annoncés. Concernant les guérisons, 1035 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Dépêché à Wuhan, en Chine, depuis 4 semaines pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19, l'équipe d'experts chinois et de l'Organisation mondiale de la santé conclut que l'hypothèse la plus probable est la transmission depuis un premier animal puis un deuxième avant une contamination à l'homme. Depuis fin décembre 2019, la pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde et plus de 105 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués, déplorant le pire bilan d'Europe et pour empêcher la circulation des variants du coronavirus potentiellement résistants au vaccin. Le Royaume-Uni a annoncé ce mardi de nouvelles restrictions à ses frontières. Avant de refermer cette page internationale, ces messages de félicitations et de gratitude du FBI, section de New York, et de l'agence de renseignement américaine, le CIA, à la Direction générale de la surveillance du territoire pour saluer le niveau de coopération distingué et de partenariat avancé qui les lie au service de la DGST dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent, dans l'objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens des 2 pays. Un communiqué de la DGST indique que le chef de la section new-yorkaise du FBI a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements pour la coopération et l'important soutien apporté, notamment les renseignements précis qui ont été fournis, des renseignements qui ont notamment permis d'accélérer l'enquête menée par le FBI au sujet du soldat américain en lien avec l'organisation Daesh et qui planifie un acte terroriste visant à tuer des soldats américains.
Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. La circulation du cash a augmenté en 2020. Quelles sont les raisons derrière cette hausse de la monnaie fiduciaire au Maroc? Mehdi Bokhari répondra à cette question dans sa chronique éco. Nous célébrons ce 9 février la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Et la thématique cette année, c'est la mobilisation contre la cyberviolence à l'encontre des enfants à l'ère du Covid-19. Nous le verrons, le confinement n'a pas été sans impact sur ce phénomène. Mais avant cela, on va parler de ce carrefour de rencontres et de partage entre les stagiaires et les acteurs professionnels des différents secteurs. Les Pro Days sont un événement organisé depuis 3 ans par l'OFPPT. L'édition de cette année est 100% digitale. Elle a été lancée aujourd'hui. Oussama Al-Brkali. Rapprocher les jeunes professionnels et les étudiants de la réalité du marché de l'emploi, tel est l'objectif des Pro Days. Cet événement organisé par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi. Sous la thématique de la digitalisation des métiers, l'OFPPT a donné le coup d'envoi hier à la 3e édition des Pro Days, une édition digitale pour l'occasion, en présence notamment de Nzalou Afi, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de Mehdi Tiazi, vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ou encore de Khouloud Abja, directrice de la transformation digitale à l'Agence du développement digital. 20 webinaires animés par des professionnels de différents secteurs sont programmés chaque jour jusqu'au 18 février pour répondre aux questions des jeunes professionnels et des étudiants concernant les exigences et les compétences requises de nos jours pour ces métiers qui représentent un enjeu d'avenir. Et pour parler plus en détail de la digitalisation des métiers, nous recevons ce soir la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trécha. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler des Pro Days, arrêtons-nous sur cette période inédite que nous vivons. Parmi les conséquences de cette pandémie sur le secteur de la formation, l'annonce il y a quelques semaines de la suppression de 109 filières. Alors, ne seront maintenues que 15% seulement de la totalité des formations existantes. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui va disparaître? Merci. Il faut dire que la suppression des filières n'est pas une conséquence directe de la pandémie. C'est l'un des résultats du chantier de restructuration de l'offre de formation professionnelle relevant de la nouvelle feuille de route qui a été présentée devant Sa Majesté en avril 2019. Cette nouvelle feuille de route a pour objectif de rehausser de manière significative et effective la qualité de la formation, ce qui passe inévitablement par une nouvelle offre en phase avec les besoins réels, actuels et futurs du marché de l'emploi. Pour définir cette offre, nous nous sommes rapprochés dès 2019 des différents acteurs concernés, les pouvoirs publics à travers l'ensemble des ministères, le secteur privé représenté par la CGEM, les professionnels via l'ensemble des associations et des fédérations professionnelles, ainsi que les régions. Et nous avons mis ensemble 17 commissions sectorielles qui ont travaillé dans un esprit collaboratif et dans une dynamique d'intelligence collective à travers plus de 70 ateliers de réflexion pour définir les filières et les spécialités qui répondent aux besoins de chaque secteur avec une ouverture sur les métiers d'avenir. Donc cette nouvelle offre sera le résultat d'une restructuration et d'une diversification de l'offre actuelle. Une diversification puisque de l'offre actuelle, comme vous avez dit, plutôt une restructuration puisque de l'offre actuelle, comme vous avez dit, nous ne maintiendrons qu'environ 15%, soit une 50aine de filières, mais nous supprimerons 109 filières et actualiserons... Qui concernent principalement? Alors, la majorité des filières supprimées sont de nature de formation qualifiante. Elles sont supprimées pour l'une des 3 raisons, soit par obsolescence, et je donne l'exemple de réparation des équipements électroménagers ou encore l'installation des enseignes lumineuses. La deuxième raison, c'est la redondance. Nous avons des filières que nous retrouvons à la fois au niveau technicien et technicien spécialisé, par exemple, les techniques de secrétariat. Et nous avons fait le choix de la garder au niveau technicien spécialisé et de la supprimer du niveau technicien. La troisième raison, c'est la nécessité de rehaussement de niveau. Et c'est le cas, par exemple, pour la filière de technicien en qualité automobile qui a été rehaussée au niveau technicien spécialisé, ou la ferronnerie d'art qui passe du niveau spécialisation au niveau qualification. Alors, ces Pro Days se tiennent sous le thème la digitalisation des métiers, un enjeu d'avenir. Alors, ce passage forcé vers le numérique durant cette crise se révèle avoir été un véritable booster de la digitalisation de l'enseignement, mais il y a aussi la fracture numérique qui est importante, saillante. Comment est-ce que
que vous avez géré ce virage forcé et comment s'en sont sortis les stagiaires de l'OFPPT? Le choix de la thématique des Fraud Days qui ont été lancés hier vient de cette réflexion qui a été menée autour de la nouvelle offre et qui nous a permis de constater la transformation qu'induit le digital sur la pratique des différents métiers. La formation professionnelle ne fait pas exception. Comme vous l'avez dit, la Covid-19 a été un réel accélérateur pour la digitalisation de notre secteur. Nous avons dû, en quelques mois, changer la majorité de nos pratiques professionnelles en passant à un nouveau mode pédagogique, soit la formation à distance ou le mode hybride, de nouveaux formats de contenu en électronique et digital, une nouvelle organisation pédagogique qui défie les limites géographiques et d'effectifs, et puis une panoplie de nouveaux outils à s'approprier. Pour ce premier exercice, le bilan a été globalement positif puisque nous avons dès le début choisi et généralisé une solution de classe virtuelle qui a permis d'assurer dès 2019-2020 alors 450 000 séances virtuelles exactement, soit l'équivalent d'1,5 million d'heures de formation. Nous avons également produit plus de 4 000 contenus digitaux. Nous avons déployé une plateforme e-learning pour l'apprentissage des langues et nous avons mis à la disposition de tous les stagiaires et formateurs une bibliothèque numérique avec plus de 50 000 ouvrages scientifiques. Donc, d'un point de vue matériel, nous avons également pu équiper effectivement l'ensemble des établissements du matériel nécessaire et sceller un partenariat avec Orange qui nous a permis de doter tous nos stagiaires d'une puce GSM pour accéder gratuitement à toutes les plateformes d'apprentissage. Alors, il y a 2 ans maintenant à peu près, un projet très ambitieux a été lancé par Sa Majesté le Roi, celui de doter toutes les régions du Maroc de cités des métiers et des compétences. Où en est ce chantier et comment est-ce qu'il a été réadapté au contexte actuel? Le programme des cités des métiers et des compétences est la colonne vertébrale de cette nouvelle feuille de route. Ça traduit la nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle qui se veut moderne, agile et active dans le développement socio-économique des territoires. Donc, à aujourd'hui, le programme avance selon le planning initial. 5 chantiers sont en cours de construction à Nador, à Agadir, à Laayoune, à Bni Mellal et à Tanger. Le 6e chantier est prêt pour lancement des travaux. Le 7e le sera avant la fin de ce mois. Et les 5 autres projets sont à différentes étapes d'avancement des études architecturales. Et l'ensemble des chantiers seront lancés avant la fin du mois d'avril prochain. Donc, pour le démarrage, nous maintenons un démarrage en 3 temps à partir de la rentrée 2021-2022, avec un premier lot de cités qui ouvriront leurs portes à compter de la prochaine rentrée au niveau d'Agadir, de Nador et de Laayoune. Loubna Trecha, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Amortir le choc du Covid-19 sur le tissu économique national. Pour cela, la Caisse centrale de garantie a déployé une batterie d'instruments de garantie de financement comme Daman Oxygène et Daman Relance, des produits qui ont permis de garantir plus de 53 milliards de dirhams au profit des entreprises marocaines. La CCG qui s'est attelée également à poursuivre le programme Intelaqa malgré le coup de frein imposé par cette crise. Reportage Abdelhamid Mourabit, commentaire Mehdi Boukhari. Pour amortir le choc de cette crise, le Maroc a mis en place une batterie de mesures pour soutenir le tissu économique et sauvegarder les emplois. Une stratégie de soutien dont la Caisse centrale de garantie en a été la cheville ouvrière. 86 000 crédits ont été garantis par la CCG pour une enveloppe dépassant les 53 milliards de dirhams. Des produits comme Daman Oxygène et Daman Relance qui ont bénéficié à plus de 66 000 entreprises. En termes de catégorie d'entreprises, 84% des crédits ont bénéficié à des TPE, 15% pour des PME et les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire figurent pour 1% à peu près. En termes sectoriels, c'est essentiellement le secteur de l'industrie qui arrive en tête à 29%, suivi du commerce et de la distribution également à 29%. Autre chantier accompagné par la CCG, le programme Intelaqa, un dispositif d'appui à l'entrepreneuriat qui a été freiné dans son élan par cette crise. Pourtant, dès le mois de juillet, le traitement des dossiers a redémarré avec pas moins de 15 000 crédits accordés à fin 2020. La mobilisation de plus de 2,8 milliards de crédits bancaires en faveur de près de 12 500 très petites et petites entreprises. Donc ces crédits sont
au fond, sont destinés à quoi? Ils sont destinés au financement pour 80% de crédits d'investissement et puis 20% pour les fonds de roulement. Des financements qui ouvrent la voie de l'entrepreneuriat à des entrepreneurs en herbe et des jeunes pousses dans des secteurs comme la distribution, l'agriculture ou encore l'industrie. À terme, les projets financés par le programme Intelaka en 2020 devraient permettre la création de 39 000 emplois. Et toujours concernant la gestion de cette crise économique, cette prolongation, l'octroi aux employés du secteur touristique de l'indemnité forfaitaire mensuelle financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus sera prolongée pour une période supplémentaire de 3 mois, de janvier à mars. La CNSS précise que cette prolongation intervient suite à la signature d'une annexe d'amendement au programme contractuel le 6 janvier dernier pour le soutien et le décollage du secteur du tourisme. C'est l'heure à présent d'accueillir Mehdi Boukhari pour sa chronique Questions Éco et on va parler argent. Mehdi, bonsoir. Alors la circulation du cash a augmenté en 2020. Quelles sont les raisons derrière cette hausse de la monnaie fiduciaire au Maroc? Pour parler cash, Hassan, l'argent liquide a coulé à flot en 2020. En effet, on ne va pas se le cacher, les Marocains vouent un amour invétéré pour le cash, mais ce besoin d'être rassuré par la vue de ces liasses de billets de dirhams à portée de main a été intensifié, surtout au tout début de la période de confinement. L'année dernière, d'une manière injustifiée, les Marocains se sont rués sur les guichets bancaires et autres caisses de banque pour retirer leur argent. Résultat des courses, on a assisté en 2020 à un retrait massif de l'argent liquide. En chiffres, ce sont quelques 312 milliards de dirhams qui sont sortis du circuit bancaire à fin décembre dernier. Des mouvements de cash exceptionnels ont volé de près de 50 milliards de dirhams en 2019, soit de près de 20%. Un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est même une monnaie courante lors des périodes de fêtes ou encore de vacances, mais jamais à ce niveau. La circulation massive de la monnaie fiduciaire a été exacerbée par cette recherche désespérée de certains de constituer une épargne de précaution et pas seulement. La distribution exceptionnelle des aides sociales au cours des premiers mois de cette crise en est également pour quelque chose. Plus de 16 milliards de dirhams sont sortis des caisses du Fonds spécial Covid-19 pour être distribués à plus de 6 millions de ménages. Une aide de bonne aloi servie aux ménages, mais qui a quitté en un laps de temps le circuit bancaire traditionnel. Un cash Ihsan dont la gestion coûte de l'argent, pratiquement 7 milliards de dirhams annuellement, rien que ça. Alors, est-ce que cette sortie massive du cash, Mehdi, notamment via le réseau bancaire, a permis d'améliorer le taux de bancarisation? Malheureusement, Ihsan, cette distribution des aides, même effectuée au niveau des guichets bancaires, n'a pas profité au circuit traditionnel et n'a même pas permis d'améliorer le taux de bancarisation. Il faut savoir que l'écrasante majorité des bénéficiaires de ces allocations servies pendant 3 mois n'est pas bancarisée. Puis encore, le taux de bancarisation au Maroc a baissé en 2020, du moins à la date du 30 juin, pour passer à 78%, alors qu'il était de 79% en décembre 2019. Une baisse qui interpelle et qui pourrait être expliquée par les pertes d'emploi essuyées en 2020, mais aussi par cette corrélation entre la croissance limitée des comptes bancaires et cette augmentation un peu plus élevée de la population. Et ce n'est pas la seule tendance relevée par le récent tableau de bord du système bancaire établi par Banque Maghreb, une radioscopie qui révèle d'ailleurs cette transformation du système bancaire avec la baisse du nombre des guichets bancaires à pratiquement 6 367 guichets. Même infime, cette fermeture des GAB représente les prémices d'une digitalisation et d'une dématérialisation des banques, notamment sous l'impulsion de ces changements d'habitude d'utilisation des outils bancaires par les Marocains, des consommateurs bancarisés et de plus en plus connectés qui préfèrent utiliser leur application bancaire mobile pour faire des transactions, effectuer des virements et consulter leurs documents bancaires au lieu de se rendre à une agence physique. Et justement, c'est le digital ainsi que le mobile banking qui vont améliorer l'inclusion financière des ménages marocains et faire augmenter le taux de bancarisation, un chiffre qui reste tout de même parmi les plus élevés en Afrique et Hassan. Merci Mehdi pour ce décryptage. Économie toujours avec ce chiffre qui en dit long sur l'effet conjugué de la crise liée à la pandémie et de la campagne agricole sèche. Selon le Haut Commissariat au Plan, l'économie nationale a perdu 432 000 postes d'emploi en 2020. Nous célébrons ce 9 février la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Et la thématique cette année, c'est la mobilisation contre la cyberviolence à l'encontre des enfants à l'ère du Covid-19. Et le confinement n'a pas été sans impact sur ce phénomène. Reportage Jad Abadden, Oussama El-Prkali pour le commentaire.
Leurs petits écrans en main, de nombreux jeunes Marocains plongent quotidiennement des heures durant sur Internet. Selon une étude de l'ANRT datant de 2018, 98,4% des internautes auraient entre 15 et 24 ans. Des utilisateurs certes jeunes, mais aussi de plus en plus conscients. Premièrement, il ne faut pas partager nos données avec n'importe qui et limiter son cercle aux personnes de confiance. Et si quelque chose se passe, il faut le reporter. Pour que les jeunes ne subissent pas de chantage ou de violence, il faut qu'ils évitent de partager leurs photos et leurs données personnelles avec les étrangers. Et pour protéger ces jeunes de la cyberviolence, le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation a lancé à l'occasion du Safer Internet Day, célébré aujourd'hui partout dans le monde, une nouvelle plateforme visant à protéger les plus jeunes sur la toile. On a lancé un portail de signalement qui est ouvert à tout le monde de manière anonyme, qui pourrait être accédé par tout citoyen pour faire une déclaration d'un abus des enfants. Un accès à Internet plus sécurisé où les jeunes peuvent s'épanouir, apprendre et découvrir à travers cet outil révolutionnaire, c'est l'objectif de ce portail qui fait du Maroc le premier pays de la région Afrique du Nord à disposer de ce mécanisme de protection et d'éveil. Et toujours concernant les questions de l'enfance, ce chiffre, plus de 6000 enfants ont été victimes de crimes et délits en 2019 au Maroc. Transformer des armes en instruments de musique, c'est un défi admirable que s'est lancé un artiste sculpteur serbe. Le matériel militaire abandonné, vous allez le voir, est une véritable source d'inspiration pour cet artiste. Samia Halis. Ce cimetière d'armes de guerre en fin de vie est une éternelle source d'inspiration pour Nikola Makura. À Temerin, près de Novi Sad, en Serbie, les stigmates de la guerre sont encore palpables. Pour sublimer les signes de cette violence, l'artiste transforme les bazookas, les fusils automatiques et toutes les armes de destruction en instruments de musique. Son ambition, créer un nouvel orchestre. Mon objectif premier n'était pas de créer un orchestre de vétérans, mais je suis bien conscient que cela ne peut être évité. Dans cette région, nous avons tous été en guerre les uns contre les autres, et il y a beaucoup d'anciens combattants. Je veux offrir à ceux qui ont participé à la guerre, d'une manière ou d'une autre, la possibilité d'utiliser les armes qu'ils ont utilisées pour faire la guerre, pour créer de la musique à la place. Nikola Makura a le choix des armes. En Serbie, les dépôts de vieux équipements militaires sont disponibles et vendus bon marché. Pour Serdian Sarovic, vétéran de guerre, le pouvoir de la musique efface tous les mauvais souvenirs. Au sens perceptif, le fusil disparaît et devient exclusivement un instrument de musique. Lorsque je le tiens dans mes mains et que j'en joue, tout ce qui m'intéresse est de savoir comment m'aligner avec l'instrument et créer de la musique. Après avoir transformé des masques à gaz, des véhicules de combat ou encore des radars en violoncelle ou en guitare, Nikola Makura a un autre rêve, donner une seconde vie à un char en le peignant en rose et en le convertissant en instrument de percussion pour 5 musiciens. Et on termine cette édition avec la sonde de la première mission interplanétaire arabe qui est entrée ce mardi en orbite autour de Mars, dans ce qui était considéré comme la partie la plus critique d'un voyage destiné à percer les secrets du temps sur la planète rouge. LML, Espoir en français, Hope en anglais, menée par les Émirats arabes unis, doit fournir une image complète de la dynamique de la température dans l'atmosphère de Mars. Outre les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis ont aussi lancé des engins en juillet, profitant d'une période où la Terre et Mars sont les plus proches. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le bilan des décès de la tragédie de Tanger grimpe à 28 morts. Les éléments de l'enquête n'ont pas encore déterminé si les victimes ont été noyées ou électrocutées. 615 000 personnes ont été vaccinées au Maroc à ce jour, mais avant de se rendre à la station de vaccination, tous les patients sont passés par la plateforme Liqah Corona et 1717. Nous avons consacré un reportage au fonctionnement de ces dispositifs.
Carrefour de rencontres et de partage entre les stagiaires et les acteurs professionnels des différents secteurs, les Pro Days ont été lancés aujourd'hui par l'OFPPT. Pour en parler, la directrice générale de l'Office, Lubna Tresha, était l'invitée de ce journal. Transformer des armes en instruments de musique, c'est un défi admirable que s'est lancé un sculpteur serbe. Le matériel militaire abandonné, on l'a vu, est une véritable source d'inspiration pour cet artiste. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Zakaria Eit Abdelmjid, juste après Ahsen Pâtissier, avec des candidats qui mettent les bouchées doubles pour ce 3e prime. Ce sera à 21h45. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.